Vous vous souvenez quand j'ai parlé des différents sentiments que peut ressentir un spectateur devant une œuvre artistique? Ok, je retiens. C'est le sujet du jour. Car faire une adaptation de jeu vidéo ou d'un livre, c'est très complexe. Bah ouais, qui doit-on satisfaire? Les fans? Les cinéphiles? Les spectateurs? Tout ça relève d'un travail très minutieux, vu qu'une simple retranscription mot par mot d'un livre n'apporterait rien. Donc, une question se pose. La fidélité est-elle gage de qualité? Et nous allons répondre à cette question en comparant un film américain et suédois. C'est parti. Comparons aujourd'hui Le Destin de Lisa et Ugly Betty. Ces deux séries sont adaptées. Alors de 1, Le Destin de Lisa c'est allemand et de 2, arrête tes conneries. Ça va, pas la peine de gueuler. Et puis comment tu sais que c'est allemand? Tour de magie. Comparons aujourd'hui les deux adaptations de Millennium. Millennium est une saga policière suédoise au succès monstre, écrite par Stieg Larsson, un essayiste et romancier connu grâce à cette œuvre. L'histoire est la même dans les deux films, donc ça me facilite le boulot. Branleur. Quoi? Michael Blomqvist est un journaliste en plein scandale juridique. Mais il se fait engager par un puissant industriel pour retrouver sa fille. Il sera accompagné de Lisbeth Salander, qui va lui filer un petit coup de main. Ils vont se confronter à des secrets familiaux qui vont les plonger dans une sphère horrifique de meurtres et de scandales financiers. Le duo américain se compose de Rooney Mara et de Daniel Craig, et le duo suédois de Noomi Rapace et Michael Nix. Putain, c'est dur à dire! Le film suédois a été un bon succès et a obtenu 2 suites et une version plus longue en mini-série à la télévision. Tandis que le film américain, ça a été un petit peu plus mitigé et les suites sont en stand-by. Les deux films sont 2 thrillers bien viscérales comme je les aime. C'est un petit peu mon genre favori. Il faut maintenant savoir comment les 2 réalisateurs ont réussi à retranscrire l'ambiance malsaine et morbide du livre. Et pour une fois, on a une adaptation américaine qui se déroule pas aux États-Unis. Enfin! Mais ce n'est pas l'histoire qui va me permettre de bien distinguer les deux films, car ils adoptent une narration efficace, fidèle à l'œuvre originale. Fincher prend le parti d'une fidélité extrême et donc, la durée s'allonge, mais cela lui permet d'explorer plus profondément les caractères des personnages et de complexifier l'intrigue. On verra ça plus tard, car les deux films se ressemblent beaucoup sur ce point. Mais le film américain reste une adaptation, pas un remake. David Fincher l'a bien précisé. Pour bien analyser, penchons-nous mais pas trop sur les détails de chaque film, en commençant par le début. Comme pour le premier épisode, le générique reflète la mise en scène des films. Oplev choisit d'iconiser Lisbeth en la filmant de dos, une filature immersive et mystérieuse qui montre le côté renfermé du personnage. Un générique sobre et efficace. Mais de l'autre côté, on a... Oh putain, mais c'est monstrueux! Les deux génériques reflètent les choix de réalisation de chacun. On a d'un côté Niels Arden Oplev et de l'autre David fucking Fincher. Wow. Et les gens qui osent me dire David Fincher a une réalisation classique et pas assez visuelle, vous êtes des bouffons! C'est un réalisateur unique, talentueux et surtout perfectionniste. Sa vision tellement forte et influente lui a permis d'imposer son caractère et son talent à Hollywood malgré les tumultes dans sa carrière. Et tout ça se ressent dans sa réalisation. Méticuleuse, millimétrée et surtout claquante, elle renforce l'ambiance oppressante que veut apposer Fincher dans ses films. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. Bah ouais, moi aussi. Millennium reflète parfaitement son obsession de l'image. Mélangeant trépied et travelling, l'image accentue les thèmes abordés. L'obsession, la souffrance psychologique et physique. Par exemple, la scène du viol de Lisbeth. Les mouvements de caméra composés que de travelling amplifient la sensation de malaise, de peur et de suspense. Fincher ne veut pas effrayer, mais suspendre le temps pour rendre la scène encore plus pénible. C'est très malsain. J'aime pas trop beaucoup ça. Le montage reste à mes yeux le point fort en permettant d'imposer une bonne lisibilité. Je rebondis d'ailleurs là-dessus avec le flashback historique que je trouve nettement plus efficace et maîtrisé chez Fincher, car celui de Oplev n'est pas réaliste par rapport à l'époque. Certains effets de caméra ne sont pas en raccord avec l'époque. Et ce ne sont pas les seules erreurs de Oplev, car même si la réalisation est maîtrisée, on sent quand même le manque d'expérience face à Fincher.
La réalisation est épurée et efficace. Elle reste classique, mais le montage reste inégal et va parfois gêner le visionnage. Je ne dirais pas bâclé parce que c'est quand même assez violent comme mot, mais ça manque de finition, comme ici où les scènes possèdent des raccords étranges. Le film se rattrape avec des effets de transition qui viennent embellir le tout. Mais au-delà de ça, c'est le traitement des personnages qui va permettre de bien distinguer les deux œuvres, car les deux réalisateurs possèdent des visions différentes et intéressantes. C'est l'unicité de chaque personnage qui rend les œuvres si attrayantes. Chacun possède un trait de personnalité, renforçant les thématiques du film avec une mise en avant de la place de la femme, tout en ne délaissant pas la monstruosité de l'être humain, l'obsession psychologique et les manipulations politiques. Mais la relation Lisbeth-Michael représente le point central de Millennium. La saga repose sur la confrontation de deux personnages opposés qui ont formé un duo d'enquêteurs exceptionnel. Les réalisateurs offrent leur vision de cette relation entre paternité et une relation amoureuse. Commençons par la protagoniste emblématique de la saga, Lisbeth, une femme punk, gothique et asociale, comme le laisse transparaître sa tenue. Ah mais après on juge pas, hein, chacun s'habille comme il veut, hein. Ah mais c'est vrai, qui sommes-nous pour juger? Cependant, elle est incroyablement intelligente, une hackeuse et une enquêtrice hors pair au caractère bien trempé, qui arrive à montrer sa force aux autres. On ressent son isolement, sa souffrance et la haine qu'elle porte contre le monde extérieur. Son passé et sa destinée tragique permettent d'amplifier l'empathie qu'on peut ressentir. Les deux actrices interprètent haut la main le personnage si atypique. Fincher la complexifie plus, tandis que Oplev l'humanise en laissant transparaître sa rage, ce qui accroît l'affection qu'on lui porte. Mais aucune des deux ne surpasse l'autre à mes yeux. En revanche, sur Mikael Blomkvist, là j'ai mon mot à dire, car Daniel Craig surpasse largement son homologue suédois. Évidemment, le côté famous et sexy de 007 joue, mais il est beaucoup plus empathique que Mikael Nyqvist. Oh, je l'ai bien dit! C'est le seul personnage que l'on peut qualifier d'humain dans cette histoire sordide. Il représente la neutralité dans ce conflit familial. Et c'est justement ce côté suisse qui permet l'identification et l'attachement du spectateur. Donc son interprète doit être en concordance avec ses idéaux. Chez Fincher, on voit la fille, l'amante et le chat de Mikael Blomkvist. Ces petits détails, zappés de la version suédoise, permettent de le rendre plus social, plus familial et empathique. De l'autre côté, le visage renfermé et très rarement expressif de Nyqvist le rend beaucoup trop froid. Ses décisions, ses relations ne font qu'agrémenter son côté antipathique. On dirait qu'il est animé que par l'appât du gain et par égoïsme. Un comble pour le personnage qui se veut le plus humain. Je vais vous montrer ça en comparant les deux scènes où Blomkvist accepte d'enquêter. Et ça représente un petit peu la personnalité des deux héros. Chez Oplev, Wenger et son avocat amadouent Michael avec l'argent qu'il peut gagner en résolvant l'affaire. Vu son accord très rapide, ça montre un côté vénal. Chez Fincher, l'argent ne l'intéresse pas, mais plutôt son honneur et son image. Wenger lui promet de faire tomber son ennemi. Voir son combat idéologique renforce la sympathie qu'on peut lui vouer. En même temps, Wenger a tellement bien raconté son récit que Michael ne pouvait pas refuser. Et on peut même dire que Plumeur l'a plumé. Ah merde, je devais arrêter les blagues de merde. Mais pour moi, la relation des deux protagonistes est mieux travaillée chez Oplev. Leur travail d'équipe et leur rapprochement se reflètent davantage, surtout qu'on sent une vraie ambiguïté parfois malaisée chez les deux. Chez Fincher, ça reste trop direct, avec une relation trop explicite. J'aurais aimé plus d'ambiguïté comme il sait faire. Pour les personnages secondaires, ils s'en sortent tous très bien. Mais je ne vous en dis pas plus pour préserver la surprise, car tous restent ambigus dans leurs propos et c'est ça que j'aime. Je vais terminer avec l'analyse musicale qui sera un petit peu plus fournie que le premier épisode. Promis. Pour ce genre de film, l'ambiance est très importante. La musique joue un rôle majeur pour travailler l'atmosphère viscérale que doit dégager les œuvres. Un atout qui doit être employé à bon escient pour souligner les moments de terreur et de suspense. Mais ce n'est pas le cas du film suédois, car, loin d'être mauvaise, sa musique réside trop dans les aigus et accentue trop sa composition pour représenter le sinistre et la peur. C'est trop orchestral, et pour un thriller, ça ne marche pas. It doesn't work that way. De l'autre côté, on a un jeune duo qui offre une partition plus discrète, mais tellement plus viscérale. Beaucoup de synthétique et des instruments numériques qui donnent une des BO les plus dérangeantes que j'ai pu entendre. Loin d'être atypique, c'est justement son originalité qui donne sa force. Une bande son quasi parfaite. Un livre peut être adapté de différentes manières selon les réalisateurs. Et ici, les deux films n'ont pas les mêmes enjeux. Fincher reste le plus fidèle, tout en accentuant certains traits. Je reprocherais quand même un rythme assez saccadé, parfois trop direct dans sa narration, et une réalisation assez classique par rapport à ses anciennes productions. Oplev offre une adaptation efficace avec pas mal de maladresse. Il arrive à retranscrire parfaitement l'ambiance du livre, mais on sent quand même son manque d'expérience. Mais à mon sens, ces deux films reflètent le sentiment de primauté. En gros, quand vous êtes face à deux choses similaires, vous allez avoir tendance à préférer la première version, car c'est le premier contact qui forge votre opinion. Et vu que le film suédois est sorti en premier, il a été plus apprécié. Mais mon cœur a balancé pour le film américain, plus maîtrisé, plus fidèle, et surtout beaucoup plus professionnel. Ouais, mais ça, c'est à cause du pognon, hein. Ça peut s'expliquer, effectivement.
Vous trouverez votre compte dans les deux versions, et ça fait du bien de voir deux bonnes adaptations. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, et à aimer et partager la vidéo si ça vous a plu comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une nouvelle Corée ensemble. Pop ciao.